Bonjour tout le monde, c'est Olivier de Stay Sharp. Je me présente, je suis le propriétaire de la boutique couteau japonais Stay Sharp. Donc, je fais ce vidéo-là en partenariat avec mon ami Franco, qui lui, en fait, a une chaîne et est vraiment impliqué dans l'industrie du couteau japonais. Et en fait, le but de cette vidéo-là aujourd'hui, c'est vraiment de connaître les bases des terminologies en français et en anglais. Donc, évidemment, le partenariat, évidemment, avec Franco, lui, va exprimer, en fait, les terminologies en anglais. Et donc, moi, je vais le faire en français. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a certaines choses qui sont très particulières. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui ne se traduisent pas très facilement. Donc, on va peut-être employer une série de mots où on va simplement laisser le mot intraduit. Mais je vais vous expliquer, somme toute, l'ensemble des terminologies. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, les bases 101 des couteaux japonais. La première chose qu'on a sur un couteau, c'est évidemment, j'ai pris des couteaux qui sont de forme similaire. Donc, on va y aller avec une forme standard qui est un gyuto, qui est un couteau de chef, soit dit en passant. Donc, c'est relativement assez simple de comprendre. Les mots vont être traduits de anglais à français si possible. Sinon, je vais vous expliquer exactement quelles sont les terminologies. Donc, pour un couteau classique, on a évidemment le tip qui est la pointe du couteau. Ensuite, on a le heel qui se trouve être le talon. Ensuite, on a le spine qui se trouve être la colonne vertébrale du couteau. Ensuite, on a un belly qui se trouve à être le tranchant du couteau. Donc, le belly aussi, il y a un petit, je pense qu'il y a une petite subtilité là-dedans. C'est qu'il y a le cutting edge et le belly. Le belly, en fait, moi, personnellement, va se trouver plus la partie où on va commencer à avoir une certaine courbe. Tandis que le cutting edge est vraiment l'espace où, entre la pointe et le talon, où on va couper l'aliment, tout simplement. Ensuite, on a ce qu'on appelle le neck, donc le cou du couteau, qui se trouve vraiment être cette partie-là. Donc, évidemment, je vais vous amener une autre terminologie qui est le churl ici. Donc, le churl et neck, c'est un petit peu difficile à traduire parce que c'est vraiment une partie ici qu'on appelle le churl, qui est une partie qui va descendre dans le spine, qui est la colonne vertébrale, puis qui va regrouper le début du cutting edge qui se trouve à être la ligne de tranchant. Donc, churl ici et spine ici. Ensuite, le tang, c'est ce que je vous ai exprimé. Le tang va changer d'un couteau à un autre. C'est-à-dire que pour un couteau comme ceci, qui est un style wa, donc traditionnel japonais, le tang se trouve à être, le mot terminologie en français, c'est la soie, va se trouver à entrer dans le manche, je vous dirais moitié, trois quarts, tout dépendant le type de manche. Et pour, évidemment, j'ai oublié un couteau que je vais vous montrer tout de suite. Et pour ce qui est du style western, donc ce qu'on appelle un style yo, en fait, le tang est visible de la partie extérieure. Donc, la soie va aller vraiment jusqu'au bout. Donc, il y a vraiment différentes particularités. On va y revenir un peu plus tard. Ensuite, on a le koba qui... le koba, c'est vraiment le micro-tranchant au contact ici. Là. Donc, on a vraiment le tranchant, c'est-à-dire que c'est la ligne qui va permettre de démarquer où on tranche, mais le koba, c'est vraiment la partie qu'on appelle un micro-tranchant. Ensuite, on a le kira. Le kira se trouve être la partie où le couteau commence à s'amincir. Il y a plusieurs types de kira. Il y a des kira qui sont un petit peu plus convexes, donc des lignes de démarcation, de dégrossissement qui vont varier. Donc, par exemple, on peut avoir des couteaux qui vont avoir des styles convexes beaucoup plus hauts. Donc, on ne voit pas de kira visible. C'est-à-dire que généralement, on va toujours avoir un flat spot, ce qu'on appelle un endroit plat dans la lame, et le couteau va commencer à dégrossir. Donc, on peut le voir quand on va regarder le couteau directement de cet angle-là, ce qui appelle ce qu'on se dit dans le jargon un churl shot. Donc, on va regarder à cet endroit-là et on va vérifier exactement où dégrossir le couteau. Donc, ça, c'est
ce qu'on appelle le choil shot. Ensuite, la ligne de shinogi. La ligne de shinogi, encore une fois, elle est visible ou non, tout dépendant du type de couteau qu'on a devant nous. Exemple, on va avoir des couteaux qui ont une ligne de shinogi extrêmement visible, comme ça ici. Donc, cette partie-là va vraiment littéralement dégrossir à cet endroit-là. Tandis qu'on peut avoir des lignes de shinogi un peu moins démarcatives. Donc, ça va être un endroit ici où ça va être un peu plus vague, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que le couteau va dégrossir. Ensuite, je vous ai parlé un petit peu des terminologies en termes de manches. On va plonger un petit peu plus davantage entre les différences de manches. Donc, un manche wa de type japonais traditionnel est un manche où la soie, donc ce que je vous ai dit, le tang, va aller à peu près jusqu'à cet endroit-là. Donc, la façon dont on va procéder, c'est vraiment de venir chauffer cet endroit-là pour venir ensuite insérer dans le manche qui va venir se dilater avec la chaleur. Et puis, une fois que le bois va s'étouffer, va étouffer la soie, eh bien, il va reprendre sa place. Ceci dit, c'est une méthode qui est de moins en moins employée dans la coutellerie moderne. On va généralement utiliser beaucoup plus un époxy ou une colle pour venir justement contrôler cet espace-là et venir évidemment éviter l'eau de pénétrer à l'intérieur. Pour ce qui est des manches à rivets, donc évidemment, on a un petit peu plus de complexité au niveau de l'assemblage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des manches qu'on appelle des full tang. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir la soie qui va venir se prolonger vraiment jusqu'au bout du couteau. Et on peut y avoir des rivets. Donc, les rivets vont venir solidifier l'espace que les deux assemblages de bois vont donner. Ceci dit, il peut y avoir différents types de rivets. Il peut y avoir des rivets un petit peu plus travaillés. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle un bolster, qui est une sorte de bague, je vous dirais. Et la bague peut différer aussi. Il peut y avoir des endroits sans bague, avec bague, et même chose avec les manches wa. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il peut y avoir des bagues qui sont insérées et assemblées avec le manche, donc ce qu'on appelle un one piece ou une seule pièce. Cette partie-là va être évidemment assemblée littéralement ensemble quand on va venir poser le manche. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des manches entièrement assemblées aujourd'hui. On va opter évidemment pour des bagues qu'on va venir renforcer par la suite. Ensuite, ce qu'on va parler comme terminologie, c'est des choses assez simples. Au niveau des finitions, donc c'est-à-dire que chaque couteau, chaque forgeron, chaque polisseur et ou émouleur vont utiliser des techniques différentes pour venir modifier l'esthétique du couteau. Et c'est vraiment important que je mentionne le mot esthétique parce que généralement, ce ne sont pas des choses qui vont venir jouer directement dans les performances du couteau. Donc, c'est généralement des textures. Est-ce que, selon moi, une finition tout chimique comme ça va venir créer un petit peu moins de friction quand on va couper des aliments? Oui et non. Je pense que ça fait partie d'un peu des mythes et légendes. Je ne crois pas que c'est suffisant pour venir déloger les aliments pour en avoir utilisé en grande quantité. C'est plus le mouvement qu'on va employer. Donc, pour ceux et celles qui utilisent un mouvement de rocking, donc un mouvement de balancier, peu importe le fini, vont avoir coller les aliments. Donc, selon moi, c'est vraiment un mythe et légende. En fait, si on suit bien la logique, quand on va venir passer notre doigt sur un fini de tsushime, par exemple, on va entendre une certaine friction. Et ce qu'on n'entendra pas dans un fini migaki. Donc, il n'y a pas de friction. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce que l'absence de friction et la friction va faire sur un aliment. Par exemple, si on compare des aliments qu'on veut trancher, par exemple, on veut trancher du saumon fumé, on veut trancher un morceau de bœuf, on veut limiter la friction, c'est-à-dire qu'on veut trancher
et limiter la friction entre le couteau et la protéine. Donc, généralement, c'est probablement mieux de prendre un fini justement qui est très lisse pour éviter la friction. Soit dit en passant, on n'est pas nécessairement là pour traiter de fonctionnalité de couteau avancé. Je vous décris un petit peu plus les finis. Donc, on a une finition qu'on appelle le migaki, qui est une finition classique en soi. C'est tout simplement un fini poli. Okay? Donc, il y a quand même beaucoup de travail dans un fini poli, ce qui ne semble pas être le cas à vue d'œil. Mais si on regarde un fini, ce qu'on appelle Nashiji, donc c'est un fini qui est un petit peu plus pur, donc non traité. Le fini Nashiji, on le compare aussi à une finition de peau de poire asiatique. Donc, au niveau des textures, on a un certain relief. Ça amène aussi un certain aspect rustique. On a des finitions qu'on appelle le kasumi. Les finitions kasumi vont souvent se retrouver sur des couteaux qui sont à simple biseau et à double biseau. Donc, un couteau à simple biseau, on en parlera probablement dans une autre vidéo. C'est complètement à l'inverse d'un couteau à double biseau. Donc, la finition Kasumi, c'est une finition brumeuse sur le métal doux et une finition miroir ou pratiquement miroir sur le tranchant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation avec le métal doux et le métal dur ne se fait pas de la même façon. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va venir polir le couteau, le métal mou a une réaction qui est différente du métal dur. Donc, ce qui fait en sorte que le métal dur est beaucoup plus poli et beaucoup plus reluisant. Ensuite, on a ce qu'on appelle, on va faire une combinaison des deux entre ce couteau-là. On a une finition Kuruchi, donc une finition de forge brute, vraiment. C'est-à-dire qu'on a un fini qui est intouché. Et encore une fois, c'est un peu plus complexe, mais il y a des finitions de forgeron en forgeron qui vont être différentes. Il peut y avoir des finitions avec un laquage qui va recouvrir le Kuruchi, comme exemple les Takeda. Il peut y avoir des finitions qui vont être un petit peu plus subtiles, comme les finitions de Tanaka, par exemple. Puis on a des finitions un petit peu plus standards, là, où on va utiliser plus un sandblast, un outil qui va générer une finition de cette sorte-là. Et ensuite, on appelle un tsushime, donc une finition martelée. Donc, où le forgeron va venir vraiment marteler la lame à plusieurs endroits pour avoir une finition régulière qui donne aussi un aspect rustique assez intéressant. Ensuite, on va parler d'une finition qui est un petit peu compliquée à expliquer, qui est la finition Damascus. Le Damascus, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Damascus ne vient pas du Japon à la base. C'est une méthode qui provient du Moyen-Orient dans les années 1000. Ce qu'on fait généralement, puis c'était vraiment important de le mentionner, mais c'est vraiment uniquement esthétique. Donc, ne choisissez pas vos couteaux en fonction du damassé, ça n'améliore pas les performances du couteau. On parle de couche externe. C'est important de comprendre que je vais introduire un autre terme qui s'appelle le senmai. Le senmai, c'est somme toute un acier qui est 3 plis. Donc, on va avoir des couches externes avec des plaquettes d'acier souple et on va avoir au cœur un acier dense, dur, qui va littéralement travailler tous les aliments. Donc, on a ce qu'on appelle les plaquettes d'acier souple qui vont être repliées quelquefois et on va avoir des terminologies différentes comme le suminagashi qui se trouve à être des patterns de d'amassage, disons, différentes. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le damassé est une terminologie assez large et peut disons, accepter dans ce terme-là plusieurs types de finitions différentes. Donc, c'est important de comprendre que ça peut aller très loin, le damassage. Donc, on peut avoir des damassés très denses, circulaires, ovales, verticales, horizontales. On peut en avoir vraiment dans tous les sens.
Et ce qui est vraiment important à retenir, c'est que ça n'affecte pas les performances de votre lame. Donc, c'est vraiment important de comprendre ceci. Ensuite, on est probablement à la fin de cette vidéo. Je voulais juste vérifier certaines informations avec vous au niveau des finitions. Donc, on peut avoir aussi des finitions qui sont finies à la main et d'autres non. Dans le cas de figure, ce qu'il faut comprendre, c'est que le polissage du couteau est vraiment important dans les performances du couteau. Donc, si on a une finition qui est un petit peu plus bancale au niveau du Kira, eh bien, c'est certain qu'on va affecter les performances en soi du couteau. On est vraiment dans un air où le polissage prend une ampleur assez importante dans la coutellerie japonaise et ça affecte directement les performances. Donc, un couteau qui va être forgé par un apprenti, mais qui va être terminé par un affûteur, va avoir un meilleur affûteur, va avoir une géométrie qui est exceptionnelle et aussi une capacité de coupe qui est hors du commun. Et si on fait l'inverse, justement, on prend un forgeron sensationnel et on remet le couteau dans les mains d'un émouleur ou un polisseur qui commence, bien, on va avoir une grande différence de tranchant, de géométrie, de food penetration, là, ce qu'on appelle lorsqu'on coupe l'aliment et qu'on sectionne l'aliment, c'est là qu'on voit une énorme différence avec un polisseur. Donc, je voulais vraiment simplement m'attarder sur ce terme-là qui est super important. Donc, regardez la finition, le polissage de votre couteau, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des performances supplémentaires. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Likez la chaîne de mon ami Franco, likez notre chaîne. On va très probablement recommencer à faire des vidéos instructives qui vont vous aider à apprécier le monde des couteaux japonais. C'était tout pour moi. Merci beaucoup.